C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, en consultant les quotidiens israéliens de ce vendredi avec leur palette de suppléments du Shabbat, on se rend compte soudain qu'il peut y avoir d'autres préoccupations importantes que la crise du coronavirus ou la problématique posée par l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie des implantations. Certes, ces deux dossiers demeurent dominants dans les quotidiens et sur les sites d'information, mais ils cèdent pas aussi parfois la place à d'autres sujets que l'on aurait tort de négliger. C'est ce qu'on le constate également, et on constate qu'il n'y a pas de titre mis en exergue ce matin, mais plusieurs informations qui se partagent les unes et les premières pages des quotidiens israéliens. Prenons par exemple le Israël Hayom. À propos du dossier de la souveraineté, il n'est mentionné qu'au travers de deux petits carrés, deux petits encarts. Dans le premier, un extrait de l'éditorial de son rédacteur en chef, Boaz Bismuth, qui est intitulé « Entre le rêve de génération et les pleurs des générations ». L'instauration de la souveraineté israélienne sur 30% de la Judée-Samarie est une opportunité historique que l'on ne doit pas manquer, écrit Boaz Bismuth. Et pour ne pas la manquer, il faut absolument que Netanyahou et Gantz trouvent les moyens d'aller ensemble. Sinon, au lieu de fixer des frontières définitives de l'État d'Israël, nous risquons de nous projeter vers de quatrièmes élections, écrit Bismuth ce matin. Et dans le second petit encart, en une du quotidien gratuit, la déclaration du ministre des Télécommunications, Yoaz Hendel, de la faction de centre-droite d'Erech Eretz, qui a affirmé qu'il soutiendra cette démarche de souveraineté israélienne, même si Benny Gantz finalement devait la rejeter. Ces deux informations sont développées en pages 2 et 3 du quotidien. À noter que Chaim Schlein, dans le Israël Hayom toujours, écrit que l'instauration de la souveraineté complétera, selon lui, la révolution provoquée en mai 1977 par la victoire électorale de la droite de Menachem Begin. Le Yediot Aharonot, lui, oublie totalement de mentionner ce dossier de l'annexion, non seulement en première page, mais également dans l'ensemble de ses pages d'actualité, ce qui est tout de même étonnant, mais qui peut-être entend exprimer d'une certaine manière une sorte de ras-le-bol public d'un dossier qui a déjà été décortiqué de toutes parts par les éditorialistes et commentateurs ces dernières semaines sous tous les angles. Par contre, la révélation du Maariv en première page est très intéressante et instructive. Le quotidien indique en effet que l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, a cessé ces derniers jours sa médiation entre Gantz et Netanyahou dans le dossier de la souveraineté. Lorsque vous serez tombés d'accord, prévenez-nous, aurait dit l'ambassadeur aux deux premiers ministres de l'État d'Israël, qui ont donc visiblement le plus grand mal à tomber d'accord sur le volume de cette annexion et sur son timing. Et l'on suppose que ce retrait de Friedman est le résultat d'un ordre provenant directement de la Maison-Blanche et probablement aussi de Jared Kushner, qui, vous le savez, est l'artisan du plan de paix de Donald Trump, outre le fait qu'il est le gendre du président, et celui qui ne souhaite pas que la souveraineté israélienne ne soit imposée de manière unilatérale. Quant au Haaretz, eh bien, il annonce que 200 membres du Congrès américain vont signer une pétition contre l'annexion d'une partie de la Judée et de la Samarie, et il cite également Binyamin Netanyahou qui a repoussé les propos de John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, qui dans son livre à Sensation a écrit que le Premier ministre israélien avait des doutes sur les capacités de Jared Kushner d'être responsable du processus de paix. Et nous clôturerons ce dossier avec un sondage dans le Makor Rishon qui est publié chaque vendredi et qui révèle que 57% des habitants des localités juives de Judée et de Samarie soutiennent ou tendent à soutenir le plan Trump, contre 36% qui s'y opposent ou tendent à s'y opposer. Mais une solide majorité de 60% de cet électorat, en tout cas de ces habitants juifs, s'oppose à la création d'un État palestinien. On s'y serait attendu. Le second dossier, celui du coronavirus, est également morcelé ce matin et la presse israélienne l'aborde sous divers angles. Le Yediot Aharonot s'insurge par exemple contre le fait que les syndicats d'enseignants refusent de prolonger l'année scolaire. La honte des grandes vacances, titre ce matin le journal en manchette, en évoquant le débat nocturne qui s'est prolongé toute la nuit et qui n'a toujours pas été déterminé, décidé au tribunal de travail, avec d'un côté l'éducation nationale qui demande aux enseignants de poursuivre les cours jusqu'au début du mois de juillet, et de l'autre les syndicats d'enseignants qui veulent que les grandes vacances débutent aujourd'hui même. Le second angle est celui des artistes qui reprennent le chemin des planches ou des salles de théâtre, et l'on y découvre que tous les billets pour le premier concert par exemple d'Aviv Geffen et
d'autres vedettes de la chanson israélienne se sont arrachés, que les bureaux de vente de ces billets sont littéralement pris d'assaut. Le monde du spectacle redémarre, titre le Yediot Aharonot, qui parle de répétition générale, même si sur d'autres médias, eh bien, on découvre que la décision de rouvrir les salles de spectacle ne met pas un point final à la crise dans ce secteur, loin de là. La comédienne d'Elisabeth Kedem, qui s'est exprimée hier soir sur i24 News et qui était en début de semaine notre invité sur Studio Kalita, a expliqué que si l'on respecte les lois de distanciation sociale, eh bien, il sera impossible de remplir les salles de spectacle et donc leur rentabilité sur le plan économique sera presque nul. Le Haaretz, lui, dans son éditorial central, lance un appel au nouveau ministre de la Culture, Hélic Tropper, du parti bleu-blanc, afin qu'il relève le défi de la sortie de crise dans ce secteur. Les journaux indique également que le nombre de malades continue à augmenter en Israël et qu'il a atteint les 20 000 malades depuis le début de la crise. Le Haaretz indique que les autorités vont instaurer une sorte de mini-couvre-feu ou en tout cas de restrictions, de mesures, on va dire, dans certaines localités bédouines du Negev où la contamination a été très forte ces derniers jours. Quels sont les autres titres que l'on peut trouver dans la presse israélienne de ce vendredi ? Le Israël Hayom se fait l'écho d'une polémique de plus en plus importante au sein du gouvernement d'union nationale entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou, cette fois sur le budget de l'État. Il s'avère en effet que Netanyahou, durant ses différents mandats de Premier ministre, a toujours souhaité un seul budget pour 2 années. Il veut soudain apparemment se contenter d'un seul budget pour 2020 et d'un second pour 2021, ce qui inquiète Benny Gantz, qui craint que le Premier ministre n'utilise la loi pour provoquer l'an prochain des élections anticipées si le budget 2021 ne devait pas être voté avant le mois de mars prochain. Le Israël Hayom, toujours, insiste sur une opportunité que l'on risque de manquer en Israël, celle de pouvoir échanger les corps d'Oron Shaul et d'Adar Goldin et les 2 citoyens israéliens, Aviram Mengistu et Hicham Assayed, contre des terroristes du Hamas. La fenêtre d'opportunité ouverte au moment de la crise du coronavirus est en train de se refermer, dit-on, et l'on risque de rater la possibilité de conclure un accord ou un marché entre les 2 parties. La situation dans le secteur arabe israélien, où les règlements de compte entre truands de la pègre s'accentuent, est également mentionnée en évidence dans la presse israélienne. Le Yediot Aharonot nous révèle sur une pleine page que 2 cousins arabes d'Israéliens du village de Kfar Jat en Galilée ont été sommairement exécutés en moins de 24 heures. Au total, 4 exécutions sommaires ont été recensées en 3 jours dans le secteur arabe israélien, ce qui porte à 46 le nombre d'Arabes israéliens, hommes ou femmes, qui ont été assassinés par des membres de leur communauté depuis le début de 2020 sous différentes raisons. Le Yediot Aharonot, qui consacre une pleine page à ce dossier important, souligne que les quantités d'armes dans ce secteur sont impressionnantes et que la police ne semble pas avoir de force de dissuasion suffisante face à ces bandits. Quant à un pays comme Israël, comment un pays comme Israël peut-il détruire des hangars d'armes en Syrie et se montre incapable de récolter les quantités d'armes que l'on peut trouver dans les villes de Yafo et Lod, se demande l'un des notables arabes israéliens. Autre titre aussi lié à une forme de violence, mais cette fois au cœur de l'armée israélienne. Dans l'unité d'élite Maglan, le Yediot Aharonot en première page nous révèle qu'un officier de cette unité a attaché une jeune recrue à un poteau pendant plusieurs heures et que sur un soldat de l'unité, ses camarades ont versé de l'eau avec de la trina. Résultat, l'officier en question a été démis de ses fonctions et placé aux arrêts. Et le journal de rappeler qu'une de ces stupides cérémonies de bizutage s'était terminée il y a 2 ans dans cette même unité de Maglan par la très grave blessure d'un soldat israélien, Ili Hayout. Il s'avère qu'à Maglan, eh bien, on ne sait pas tirer les leçons du passé, écrivent ce matin les quotidiens, les journalistes, en tout cas les commentateurs, dans l'ensemble des quotidiens israéliens après cette affaire. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.